Hector Malot, Sans famille, tome 1, chapitre 5, Sur la route avec Vitalis. Pour acheter les enfants 40 francs, il n'en résulte pas nécessairement qu'on soit un ogre ou qu'on fasse provision de chair fraîche afin de la manger. Vitalis ne voulait pas me manger, et par une exception rare chez les acheteurs d'enfants, ce n'était pas un méchant homme. J'en eus bientôt la preuve. Après avoir marché environ un quart d'heure, il m'abandonna le bras. « Maintenant, dit-il, chemine doucement près de moi, mais n'oublie pas que si tu voulais te sauver, Capi et Zerbino t'auraient bien vite rejoint. Ils ont les dents pointues. » Me sauver, je sentais que c'était maintenant impossible et que par suite il était inutile de le tenter. Je poussai un soupir. « Tu as le cœur gros, continua Vitalis. Je comprends cela et ne t'en veux pas. Tu peux pleurer librement si tu en as envie. Seulement tâche de sentir que ce n'est pas pour ton malheur que je t'emmène. Que serais-tu devenu? Tu aurais été très probablement à l'hospice. Les gens qui t'ont élevé ne sont pas tes pères et mères. Ta maman, comme tu dis, a été bonne pour toi et tu l'aimes. Tu es désolé de la quitter. Tout cela, c'est bien, mais fais réflexion qu'elle n'aurait pas pu te garder malgré son mari. Il n'a pas de quoi vivre, il est estropié, il ne peut plus travailler. Et il calcule qu'il ne peut pas se laisser mourir de faim pour te nourrir. Comprends aujourd'hui, mon garçon, que la vie est trop souvent une bataille dans laquelle on ne fait pas ce qu'on veut. Sans doute c'étaient là des paroles de sagesse, ou tout au moins d'expérience. Mais il y avait un fait qui, en ce moment, criait plus fort que toutes les paroles, la séparation. Je ne verrai plus celle qui m'avait élevée, qui m'avait caressée, celle que j'ai aimée, ma mère. Et cette pensée me serrait à la gorge, m'étouffait. « Réfléchis à ce que j'ai dit, petit, répétait de temps en temps Vitalis. Tu ne seras pas malheureux avec moi. » Après avoir descendu une pente assez rapide, nous étions arrivés sur une vaste lande qui s'étendait, plate et monotone, à perte de vue. Pas de maison, pas d'arbres, un plateau couvert de bruyères rousses, avec çà et là de grandes nappes de genêts rabougris qui ondoyaient sous le souffle du vent. Longtemps nous cheminâmes au milieu de tristes solitudes, ne quittant les landes que pour trouver des champs de bronde. C'était la première fois que je faisais une pareille marche d'une seule traite et sans me reposer. Mon maître avançait d'un grand pas régulier, portant Joli Cœur sur son épaule ou sur son sac, et autour de lui les chiens trottinaient sans s'écarter. De temps en temps, Vitalis leur disait un mot d'amitié, tantôt en français, tantôt dans une langue que je ne connaissais pas. Ni lui ni eux ne paraissaient penser à la fatigue, mais il n'en était pas de même pour moi. J'étais épuisée et j'avais la plus grande peine à suivre mon maître. Cependant, je n'osais pas demander à m'arrêter. « Ce sont tes sabots qui te fatiguent, me dit-il. À Ussel, je t'achèterai des souliers. » Ce mot me rendit le courage. En effet, des souliers avaient toujours été ce que j'avais le plus ardemment désiré. Le fils du maire et aussi le fils de l'aubergiste avaient des souliers, de sorte que le dimanche, quand ils arrivaient à la messe, ils glissaient sans bruit sur les dalles sonores, tandis que nous autres paysans, avec nos sabots, nous faisions un tapage assourdissant. « Ussel, c'est encore loin ?»« Voilà un cri du cœur, dit Vitalis en riant. Tu as donc envie d'avoir des souliers, mon garçon ? Eh bien, je t'en promets avec des clous dessous, et je te promets aussi une culotte de velours, une veste et un chapeau. Cela va sécher tes larmes, j'espère, et te donner des jambes pour faire les 6 lieues qui nous restent. » Des souliers avec des clous dessous, je fus ébloui. C'était déjà une chose prodigieuse pour moi que ces souliers, mais quand j'entendis parler de clous, j'oubliai mon chagrin. Non, bien certainement, mon maître n'était pas un méchant homme. Est-ce qu'un méchant se serait aperçu que mes sabots me fatiguaient? Des souliers à clous, une culotte de velours, une veste, un chapeau. Ah, si mère Barberin me voyait, comme elle serait contente, comme elle serait fière de moi. Quel malheur qu'Ussel fût encore si loin. Voilà, les souliers et la culotte de velours qui étaient au bout des 6 lieues qui nous restaient à faire. Il me sembla que je ne pourrais pas marcher si loin. Heureusement, le temps vint à mon aide. Le ciel, qui avait été bleu depuis mon départ, s'emplit peu à peu de nuages gris, et bientôt il se mit à tomber une forte pluie fine qui ne cessa plus. Avec sa peau de mouton, Vitalis était assez bien protégé,
et il pouvait abriter Joli Cœur qui, à la première goutte de pluie, était promptement rentré dans sa cachette. Mais les chiens et moi, qui n'avions rien pour nous couvrir, nous n'avions pas tardé à être mouillés jusqu'à la peau. « Ton rhumes-tu facilement ?» me demanda mon maître. « Je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir été jamais enrhumé. »« Bien cela, bien. Décidément, il y a du bon en toi, mais je ne veux pas t'exposer inutilement. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Voilà un village là-bas, nous y coucherons. » Mais il n'y avait pas d'auberge dans ce village et personne ne voulut recevoir une sorte de mendiant qui traînait avec lui un enfant et 3 chiens aussi crottés les uns que les autres. « On ne loge pas ici, nous disait-on. Si l'on nous fermait la porte au nez, nous allions d'une maison à l'autre sans qu'aucune s'ouvrît. Faudrait-il donc faire encore et sans repos les 4 lieues qui nous séparaient du sel? » Enfin, un paysan, plus charitable que ses voisins, voulut bien nous ouvrir la porte d'une grange. Mais avant de nous laisser entrer, il nous imposa la condition de ne pas avoir de lumière. « Donnez-moi vos allumettes, dit-il à Vitalis. Je vous les rendrai demain quand vous partirez. Au moins, nous avions un toit pour nous abriter. » Et la pluie ne nous tombait plus sur le corps. Vitalis était un homme de précaution qui ne se mettait pas en route sans provision. Dans le sac de soldat qu'il portait sur ses épaules, il trouvait une grosse miche de pain qu'il partagea en 4 morceaux. Alors je vis pour la première fois comment il maintenait l'obéissance et la discipline dans sa troupe. Pendant que nous errions de porte en porte cherchant notre gîte, Zerbino était entré dans une maison et il en était ressorti aussitôt rapidement, portant une croûte dans sa gueule. Vitalis n'avait dit qu'un mot. « À ce soir, Zerbino. » Je ne pensais plus à ce vol quand je vis au moment où notre maître coupait la miche, Zerbino prendre une mine basse. Nous étions assis sur 2 bottes de fougères, Vitalis et moi, à côté l'un de l'autre, Joli Cœur entre nous deux. Les 3 chiens étaient alignés devant nous, Capi et Dolcet, les yeux attachés sur ceux de leur maître. Zerbino, le nez incliné en avant, les oreilles rasées. « Que le voleur sorte des rangs, dit Vitalis d'une voix de commandement, et qu'il aille dans un coin. Il se couchera sans souper. » Aussitôt Zerbino quitta sa place et, marchant en rampant, il alla se cacher dans le coin de la maison de son maître, que son maître lui avait indiqué. Il se fourra tout entier sous un amas de fougères, et nous ne le vîmes plus, mais nous l'entendîmes souffler plaintivement avec des petits cris étouffés. Cette exécution accomplie, Vitalis me tendit mon partagea par Barberin. Je n'avais certes pas été gâté, cependant le changement me parut rude. Ah, comme la soupe chaude que mère Barberin nous faisait tous les soirs m'eût paru bonne, même sans beurre. Comme le coin du feu m'eût été agréable, comme je me serais glissé avec bonheur dans mes draps, en remontant les couvertures jusqu'à mon nez. Mais hélas, il ne pouvait être question ni de drap ni de couverture, et nous devions nous trouver encore bien heureux d'avoir un lit de fougères. Brisé par la fatigue, les pieds écorchés par mes sabots, je tremblais de froid dans mes vêtements mouillés. La nuit était venue. La nuit était venue tout à fait, mais je ne pensais pas à dormir. « T'es donc là, dit Vitalis, tu as froid ?»« Un peu. »« Un peu. » Je l'entendis ouvrir son sac. « Je n'ai pas une garde-robe bien montée, dit-il, mais voici une chemise sèche et un gilet dans lesquels tu pourras t'envelopper après avoir défait tes vêtements mouillés. Puis tu t'enfonceras sous la fougère. Tu ne tarderas pas à te réchauffer et à t'endormir. » Cependant, je ne me réchauffais pas aussi vite que Vitalis le croyait. Longtemps, je me tournais et me retournais sur mon lit de fougères, trop endolori, trop malheureux pour pouvoir m'endormir. Est-ce qu'il en serait maintenant, tous les jours ainsi, marcher sans repos sous la pluie, coucher dans une grange, trembler de froid, n'avoir pour souper qu'un morceau de pain sec, le cœur gros et les yeux pleins de larmes? Je sentis un souffle tiède me passer sur le visage. Et il me sentait, il reniflait doucement.
Son haleine me courait sur la figure et dans les cheveux. Que voulait-il? Elle se coucha bientôt sur la fougère, tout près de moi, et délicatement se mit à me lécher la main. Tout ému de cette caresse, je me soulevai à demi et l'embrassai sur son nez froid. Il poussa un petit cri étouffé, puis vivement il mit sa patte dans ma main et ne bougea plus. Alors, j'oubliai fatigue et chagrin, ma gorge contractée se desserra, je respirai. Je n'étais plus seule, j'avais un ami. Hector Malot, Sans famille, volume 1, chapitre 6. Apprendre à lire. C'étaient assurément des comédiens du plus grand talent que ceux qui composaient la troupe du seigneur Vitalis. Je parle des chiens et du singe, mais ce talent n'était pas très varié. Lorsqu'ils avaient donné 3 ou 4 représentations, on connaissait tout leur répertoire. Ils ne pouvaient plus que se répéter. De là résultait la nécessité de ne pas rester longtemps dans une même ville. 3 jours après notre arrivée à Ussel, il fallut donc se remettre en route. Où allions-nous? Je m'étais assez enhardi avec mon maître pour me permettre cette question. Si je te dis, me répondit-il, que nous allons à Aurillac pour nous diriger ensuite sur Bordeaux et de Bordeaux sur les Pyrénées, qu'est-ce que cela t'apprendra? Il me regarda longuement comme s'il cherchait quelque chose en moi. « Tu ne sais pas lire, n'est-ce pas ?» me dit-il. « Non, mais j'ai vu lire, dis-je tout glorieux, comme une personne qui n'est point une bête et qui sait parfaitement ce dont on lui parle. Et il me semble que si vous vouliez m'apprendre, je n'aurais pas mauvaise volonté. Eh bien, nous verrons. » Le lendemain, comme nous cheminions, je vis mon maître ramasser sur la route un bout de planche, à moitié recouvert par la poussière. « Voilà le livre dans lequel tu vas apprendre à lire, me dit-il. Vous voulez vous moquer de moi? Jamais, mon garçon. Attends que nous soyons arrivés à ce bouquet d'arbres, nous y reposerons, et tu verras comme je peux t'enseigner la lecture avec ce morceau de bois. » Nous arrivâmes rapidement à ce bouquet d'arbres et nos sacs mis à terre, nous nous assîmes sur le gazon. Vitalis, tirant son couteau de sa poche, essaya de détacher de la planche une petite lame de bois aussi mince que possible. Ayant réussi, il polit cette lame sur ses 2 faces, puis il la coupa en petits carrés, de sorte qu'elle lui donna une douzaine de petits morceaux plats d'égale grandeur. Sur chacun de ces petits morceaux de bois, me dit-il, je creuserai avec la pointe de mon couteau une lettre de l'alphabet. Tu apprendras ainsi la forme des lettres, et quand tu sauras les reconnaître rapidement à première vue, tu les réuniras les unes au bout des autres de manière à former des mots. Quand tu pourras ainsi former les mots que je te dirai, tu seras en état de lire dans un livre. Bientôt j'eus mes poches pleines d'une collection de petits morceaux de bois, et je ne tardai pas à reconnaître les lettres de l'alphabet, mais pour savoir lire, ce fut une autre affaire. Les choses n'allèrent pas si vite, et il arriva un moment où je regrettais d'avoir voulu apprendre à lire. Je dois dire cependant, pour être juste envers moi-même, que ce ne fut pas la paresse qui m'inspira ce regret, ce fut l'amour-propre. En m'apprenant les lettres de l'alphabet, Vitalis avait pensé qu'il pourrait les apprendre en même temps à Capi, puisque le chien avait bien su se mettre les chiffres des heures dans la tête. Pourquoi n'y mettrait-il pas les lettres? Et nous avions pris nos leçons en commun. Bien entendu, Capi ne devait pas appeler les lettres qu'il voyait, puisqu'il n'avait pas la parole. Mais lorsque nos morceaux de bois étaient étalés sur l'herbe, il devait avec sa patte tirer les lettres que notre maître nommait. Tout d'abord, j'avais fait des progrès plus rapides que lui, mais si j'avais l'intelligence plus prompte, il avait en revanche la mémoire plus sûre. Une chose bien apprise était pour lui une chose sue pour toujours. Alors, quand je me trouvais en faute, notre maître ne manquait jamais de dire « Capi saura lire avant Rémi », et le chien, comprenant sans doute, remuait la queue d'un air de triomphe. Plus bête qu'une bête, c'est bon dans la comédie, disait encore Vitalis, mais dans la réalité c'est honteux. Cela me piqua si bien que je m'appliquai de tout cœur, et tandis que le pauvre chien en restait à écrire son nom en triant les 4 lettres qui le composent,
parmi toutes les lettres de l'alphabet, j'arrivais enfin à lire dans un livre. Maintenant que tu sais lire, l'écriture, me dit Vitalis, veux-tu apprendre à lire la musique? Est-ce que quand je saurai la musique, je pourrai chanter comme vous? Vitalis chantait quelquefois, et sans qu'il s'en doutât, c'était une fête pour moi de l'écouter. Tu voudrais donc chanter comme moi? Oh, pas comme vous, je sais bien que cela n'est pas possible. Quand vous chantez, vous faites de moi ce que vous voulez. J'ai envie de pleurer ou bien j'ai envie de rire. Et quand vous chantez un air doux et triste, cela me ramène auprès de Mère Barberin. C'est à elle que je pense. Et pourtant, je ne comprends pas les paroles que vous prononcez, puisqu'elles sont italiennes. Je lui parlais en le regardant. Il me sembla voir ses yeux se mouiller. Alors je lui demandai si je le peinais de parler ainsi. « Non, mon enfant, me dit-il d'une voix émue. Tu ne me peines pas, bien au contraire. Tu me rappelles ma jeunesse, mon beau temps. Sois tranquille, je t'apprendrai à chanter. Et comme tu as du cœur, toi aussi, tu feras pleurer. Et tu seras applaudi, tu verras. » Il s'arrêta tout à coup et je crus comprendre qu'il ne voulait point se laisser aller sur ce sujet. Mais les raisons qui le retenaient, je ne les devinais point. Ce fut plus tard seulement que je les ai connus, beaucoup plus tard, et dans des circonstances douloureuses, terribles pour moi. Dès le lendemain, mon maître fit pour la musique ce qu'il avait déjà fait pour la lecture, c'est-à-dire qu'il recommença à tailler des petits carrés de bois qu'il grava avec la pointe de son couteau. Mais cette fois, son travail fut plus considérable car les divers signes nécessaires à la notation de la musique offrent des combinaisons plus compliquées que l'alphabet. Les leçons commencèrent et j'avoue qu'elles ne furent pas moins dures que ne l'avaient été celles de lecture. Plus d'une fois, Vitalis, si patient avec ses chiens, s'exaspérait contre moi. « Avec une bête, s'écriait-il, on se contient parce qu'on sait que c'est une bête, mais toi, tu me feras mourir. » Enfin, les premiers pas furent franchis avec plus ou moins de peine, et j'eus la satisfaction de solfier un air écrit par Vitalis sur une feuille de papier. Ce jour-là, il me donna de bonnes petites tapes amicales sur chaque joue en déclarant que si je continuais ainsi, je deviendrais certainement un grand chanteur. Bien entendu, ces études ne se firent pas en un jour, et pendant des semaines, pendant des mois, mes poches furent constamment remplies de mes petits morceaux de bois. D'ailleurs, mon travail n'était pas régulier comme celui d'un enfant qui suit les classes d'une école. Il fallait chaque jour accomplir notre parcours qui était plus ou moins long, selon que les villages étaient plus ou moins éloignés les uns des autres. Il fallait donner nos représentations partout où nous avions chance de ramasser une recette. Il fallait faire répéter les rôles aux chiens et à Monsieur Jolicoeur. Il fallait préparer nous-mêmes notre déjeuner ou notre dîner. Et c'était seulement après tout cela qu'il était question de lecture ou de musique, le plus souvent dans une halte au pied d'un arbre ou bien sur un tas de cailloux, le gazon ou la route servant de table pour étaler mes morceaux de bois. J'étais un enfant assez chétif quand je vivais avec Mère Barberin. Auprès de mon maître et vivant de sa vie en plein air, à la dure, mes jambes et mes bras se fortifièrent. Mes poumons se développèrent, ma peau se cuirassa, et je devins capable de supporter sans en souffrir le froid comme le chaud, le soleil comme la pluie, la peine, les privations, les fatigues. Hector Malot, Sans famille, volume 1, chapitre 6. Apprendre à lire. C'étaient assurément des comédiens du plus grand talent que ceux qui composaient la troupe du seigneur Vitalis. Je parle des chiens et du singe, mais ce talent n'était pas très varié. Lorsqu'ils avaient donné 3 ou 4 représentations, on connaissait tout leur répertoire. Ils ne pouvaient plus que se répéter. De là résultait la nécessité de ne pas rester longtemps dans une même ville. 3 jours après notre arrivée à Ussel, il fallut donc se remettre en route. Où allions-nous? Je m'étais assez enhardi avec mon maître pour me permettre cette question. Si je te dis, me répondit-il, que nous allons à Aurillac pour nous diriger ensuite sur Bordeaux,
et de Bordeaux sur les Pyrénées, qu'est-ce que cela t'apprendra? Il me regarda longuement comme s'il cherchait quelque chose en moi. « Tu ne sais pas lire, n'est-ce pas ?» me dit-il. « Non, mais j'ai vu lire, dis-je tout glorieux, comme une personne qui n'est point une bête et qui sait parfaitement ce dont on lui parle. Et il me semble que si vous vouliez m'apprendre, je n'aurais pas mauvaise volonté. Eh bien, nous verrons. » Le lendemain, comme nous cheminions, je vis mon maître ramasser sur la route un bout de planche, à moitié recouvert par la poussière. « Voilà le livre dans lequel tu vas apprendre à lire, me dit-il. Vous voulez vous moquer de moi? Jamais, mon garçon. Attends que nous soyons arrivés à ce bouquet d'arbres, nous y reposerons, et tu verras comme je peux t'enseigner la lecture avec ce morceau de bois. » Nous arrivâmes rapidement à ce bouquet d'arbres et nos sacs mis à terre, nous nous assîmes sur le gazon. Vitalis, tirant son couteau de sa poche, essaya de détacher de la planche une petite lame de bois aussi mince que possible. Ayant réussi, il polit cette lame sur ses deux faces, puis il la coupa en petits carrés, de sorte qu'elle lui donna une douzaine de petits morceaux plats d'égale grandeur. Sur chacun de ces petits morceaux de bois, me dit-il, je creuserai avec la pointe de mon couteau une lettre de l'alphabet. Tu apprendras ainsi la forme des lettres, et quand tu sauras les reconnaître rapidement à première vue, tu les réuniras les unes au bout des autres de manière à former des mots. Quand tu pourras ainsi former les mots que je te dirai, tu seras en état de lire dans un livre. Bientôt j'eus mes poches pleines d'une collection de petits morceaux de bois, et je ne tardai pas à reconnaître les lettres de l'alphabet, mais pour savoir lire, ce fut une autre affaire. Les choses n'allèrent pas si vite, et il arriva un moment où je regrettais d'avoir voulu apprendre à lire. Je dois dire cependant, pour être juste envers moi-même, que ce ne fut pas la paresse qui m'inspira ce regret, ce fut l'amour-propre. En m'apprenant les lettres de l'alphabet, Vitalis avait pensé qu'il pourrait les apprendre en même temps à Capi, puisque le chien avait bien su se mettre les chiffres des heures dans la tête. Pourquoi n'y mettrait-il pas les lettres? Et nous avions pris nos leçons en commun. Bien entendu, Capi ne devait pas appeler les lettres qu'il voyait, puisqu'il n'avait pas la parole. Mais lorsque nos morceaux de bois étaient étalés sur l'herbe, il devait avec sa patte tirer les lettres que notre maître nommait. Tout d'abord, j'avais fait des progrès plus rapides que lui, mais si j'avais l'intelligence plus prompte, il avait en revanche la mémoire plus sûre. Une chose bien apprise était pour lui une chose sue pour toujours. Alors, quand je me trouvais en faute, notre maître ne manquait jamais de dire « Capi saura lire avant Rémi », et le chien, comprenant sans doute, remuait la queue d'un air de triomphe. Plus bête qu'une bête, c'est bon dans la comédie, disait encore Vitalis, mais dans la réalité c'est honteux. Cela me piqua si bien que je m'appliquai de tout cœur, et tandis que le pauvre chien en restait à écrire son nom en triant les 4 lettres qui le composent, parmi toutes les lettres de l'alphabet, j'arrivai enfin à lire dans un livre. Maintenant que tu sais lire l'écriture, me dit Vitalis, veux-tu apprendre à lire la musique? Est-ce que quand je saurai la musique, je pourrai chanter comme vous? Vitalis chantait quelquefois, et sans qu'il s'en doutât, c'était une fête pour moi de l'écouter. Tu voudrais donc chanter comme moi? Oh, pas comme vous, je sais bien que cela n'est pas possible. Quand vous chantez, vous faites de moi ce que vous voulez. J'ai envie de pleurer, ou bien j'ai envie de rire. Et quand vous chantez un air doux et triste, cela me ramène auprès de Mère Barberin. C'est à elle que je pense. Et pourtant, je ne comprends pas les paroles que vous prononcez, puisqu'elles sont italiennes. Je lui parlais en le regardant. Il me sembla voir ses yeux se mouiller. Alors je lui demandai si je le peinais de parler ainsi. « Non, mon enfant, me dit-il d'une voix émue. Tu ne me peines pas, bien au contraire. Tu me rappelles ma jeunesse, mon beau temps. Sois tranquille, je t'apprendrai à chanter. Et comme tu as du cœur, toi aussi tu feras pleurer, et tu seras applaudi, tu verras. » Il s'arrêta tout à coup, et je crus comprendre qu'il ne voulait point se laisser aller sur ce sujet. Mais les raisons qui le retenaient, je ne les devinais point.
Ce fut plus tard seulement que je les ai connus, beaucoup plus tard, et dans des circonstances douloureuses, terribles pour moi. Dès le lendemain, mon maître fit pour la musique ce qu'il avait déjà fait pour la lecture, c'est-à-dire qu'il recommença à tailler des petits carrés de bois qu'il grava avec la pointe de son couteau, mais cette fois son travail fut plus considérable car les divers signes nécessaires à la notation de la musique offrent des combinaisons plus compliquées que l'alphabet. Les leçons commencèrent, et j'avoue qu'elles ne furent pas moins dures que ne l'avaient été celles de lecture. Plus d'une fois Vitalis, si patient avec ses chiens, s'exaspérait contre moi. « Avec une bête, s'écriait-il, on se contient parce qu'on sait que c'est une bête, mais toi tu me feras mourir. » Enfin, les premiers pas furent franchis avec plus ou moins de peine, et j'eus la satisfaction de solfier un air écrit par Vitalis sur une feuille de papier. Ce jour-là, il me donna de bonnes petites tapes amicales sur chaque joue en déclarant que si je continuais ainsi, je deviendrais certainement un grand chanteur. Bien entendu, ces études ne se firent pas en un jour, et pendant des semaines, pendant des mois, mes poches furent constamment remplies de mes petits morceaux de bois. D'ailleurs, mon travail n'était pas régulier comme celui d'un enfant qui suit les classes d'une école. Il fallait chaque jour accomplir notre parcours qui était plus ou moins long, selon que les villages étaient plus ou moins éloignés les uns des autres. Il fallait donner nos représentations partout où nous avions chance de ramasser une recette. Il fallait faire répéter les rôles aux chiens et à Monsieur Jolicoeur. Il fallait préparer nous-mêmes notre déjeuner ou notre dîner. Et c'était seulement après tout cela qu'il était question de lecture ou de musique, le plus souvent dans une halte au pied d'un arbre ou bien sur un tas de cailloux, le gazon ou la route servant de table pour étaler mes morceaux de bois. J'étais un enfant assez chétif quand je vivais avec Mère Barberin. Auprès de mon maître et vivant de sa vie en plein air, à la dure, mes jambes et mes bras se fortifièrent. Mes poumons se développèrent, ma peau se cuirassa, et je devins capable de supporter sans en souffrir le froid comme le chaud, le soleil comme la pluie, la peine, les privations, les fatigues. Hector Malot, Sans famille, chapitre 8. Par Mons et par vous. Nous avions parcouru une partie du midi de la France. L'Auvergne, le Velay, le Vivarais, le Quercy, le Rouergue, les Cévennes, le Languedoc. Notre façon de voyager était des plus simples. Nous allions droit devant nous au hasard, et quand nous trouvions un village qui de loin ne nous paraissait pas trop misérable, nous nous préparions pour faire une entrée triomphale. Je faisais la toilette des chiens, coiffant Dol, s'habillant Zerbino, mettant un emplâtre sur l'œil de Capi pour qu'il puisse jouer le rôle du vieux grognard. Enfin, je forçais Jolicoeur à endosser son habit de général. Mais c'était là la partie la plus difficile de ma tâche, car le singe, qui savait très bien que cette toilette était le prélude d'un travail, pour lui, se défendait tant qu'il pouvait et inventait les tours les plus drôles pour m'empêcher de l'habiller. Alors j'appelai Capi à mon aide et par sa vigilance, par son instinct et sa finesse, il arrivait presque toujours à dénouer les malices du singe. La troupe en grande tenue, Vitalis prenait son fifre et, nous mettant en bel ordre, nous défilions par le village. Si le nombre des curieux que nous entraînions derrière nous était suffisant, nous donnions une représentation. Si au contraire il était trop faible pour espérer faire une recette, nous continuions notre marche dans les villes. Dans les villes seulement, nous restions plusieurs jours. Puisque le hasard, me disait Vitalis, te fait parcourir la France à un âge où les enfants sont généralement à l'école ou au collège, ouvre les yeux, regarde et apprends. Si tu as des questions à me faire, adresse-les moi, sans peur. Peut-être ne pourrais-je pas toujours te répondre, car je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais peut-être aussi me sera-t-il possible de satisfaire parfois ta curiosité. Je n'ai pas toujours été le directeur d'une troupe d'animaux savants, et j'ai appris autre chose que ce qui m'est en ce moment utile pour présenter Capi et Monsieur Jolicoeur devant l'honorable société. Quoi donc? Nous causerons de cela plus tard.
Pour le moment, sache seulement qu'un montreur de chiens peut avoir occupé une certaine position dans le monde. Quelle avait pu être cette position dont mon maître parlait assez souvent avec une retenue qu'il s'imposait? Cette question excitait ma curiosité et faisait travailler mon esprit. Jusque-là, nous n'avions jamais fait un long séjour dans les villes qui s'étaient trouvées sur notre passage, car les nécessités de notre spectacle nous obligeaient à changer chaque jour le lieu de nos représentations afin d'avoir un public nouveau. Mais Bordeaux était une grande ville où le public se renouvelle facilement, et en changeant de quartier, nous pouvions donner jusqu'à 3 ou 4 représentations par jour, sans qu'on nous criât, comme cela nous était arrivé à Cahors. C'est donc toujours la même chose. De Bordeaux, nous devions aller à Pau. Notre itinéraire nous fit traverser ce grand désert, qui, des portes de Bordeaux, s'étend jusqu'aux Pyrénées, et qu'on appelle les Landes. Bien que je ne fusse plus tout à fait jeune, le jeune souriceau dont parle la fable, et qui trouve dans tout ce qu'il voit un sujet d'étonnement, d'admiration ou d'épouvante, je tombai dès le commencement de ce voyage dans une erreur qui fit bien rire mon maître et me valut ses railleries jusqu'à notre arrivée à Pau. Nous avions quitté Bordeaux depuis 7 ou 8 jours, et nous avions pris la route de Mont-de-Marsan qui s'enfonce à travers les terres. Bientôt les maisons devinrent plus rares, plus misérables. Puis nous nous trouvâmes au milieu d'une immense plaine qui s'étendait devant nous, à perte de vue avec de légères ondulations. Pas de culture, pas de bois, la terre grise au loin, et tout auprès de nous, le long de la route, des bruyères desséchées et des genêts rabougris. « Nous voici dans les Landes, dit Vitalis. Nous avons 20 ou 25 lieues à faire au milieu de ce désert. Mets ton courage dans tes jambes. » C'était non seulement dans les jambes qu'il fallait les mettre, mais dans la tête et le cœur, car à marcher sur cette route qui semblait ne devoir jamais finir, on se sentait envahi par une insurmontable tristesse. Nous marchions, et lorsque nous regardions machinalement autour de nous, c'était à croire que nous avions piétiné sur place sans avancer, car le spectacle était toujours le même, toujours des bruyères, toujours des genêts, toujours des mousses, puis des fougères, dont les feuilles souples et mobiles ondulaient sous la pression du vent, se creusant, se redressant, se mouvant comme des vagues. À de longs intervalles seulement, nous traversions des bois de petites étendues, mais ces bois n'égayaient pas le paysage comme cela se produit ordinairement. Ils étaient plantés de pins dont les branches étaient coupées jusqu'à la cime. Le long de leur tronc, on avait fait des entailles profondes, et par ces cicatrices rouges s'écoulait leur résine en larmes blanches cristallisées. Vitalis m'avait dit que nous arriverions le soir à un village où nous pouvions coucher. Mais le soir approchait et nous n'avions rien qui nous signalât le voisinage de ce village. J'étais fatiguée de la route parcourue depuis le matin et encore plus abattue par une sorte de lassitude générale. Mon maître lui-même, malgré son habitude des longues marches, voulut s'arrêter, se reposer un moment sur le bord de la route. Au lieu de m'asseoir près de lui, je voulus gravir un petit monticule planté de genêts qui se trouvait à une courte distance du chemin pour voir si de là je n'apercevais pas quelque lumière dans la plaine. J'appelai Capi pour qu'il vînt avec moi, mais Capi lui aussi était fatigué et il avait fait la sourde oreille, ce qui était sa tactique habituelle avec moi lorsqu'il ne lui plaisait pas de m'obéir. « As-tu peur » demanda Vitalis. Ce mot me décida à ne pas insister, et je partis seule pour mon exploration. Je voulais d'autant moins m'exposer aux plaisanteries de mon maître que je ne me sentais pas la moindre frayeur. Cependant, la nuit était venue, sans lune, mais avec des étoiles. Tout en marchant et en jetant les yeux à droite et à gauche, je remarquai que ce crépuscule vaporeux donnait aux choses des formes étranges. De loin, ces buissons, ces genêts, ces arbres ressemblaient à des êtres vivants appartenant à un monde fantastique. Cependant, je ne tardai pas à atteindre le sommet de ce petit tertre, mais j'eus beau ouvrir les yeux, je n'aperçus pas la moindre lumière. Mes regards se perdaient dans l'obscurité. Rien que des formes indécises, des ombres étranges, des genêts qui semblaient tendre leurs branches
vers moi comme de longs bras flexibles, des buissons qui dansaient. À ce moment, regardant autour de moi avec angoisse, j'aperçus au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des genêts, et j'entendis comme un bruissement de branches qu'on frôlait. J'essayais de me dire que ce que je prenais pour une ombre était sans doute un arbre, mais ce bruit, quel était-il? Il ne faisait pas un souffle de vent. Les branches, si légères qu'elles soient, ne se meuvent pas seules. Il faut que la brise les agite, ou bien que quelqu'un les remue. Quelqu'un? Mais non, ce ne pouvait pas être un homme. Ce grand corps noir qui venait sur moi, un animal que je ne connaissais pas, plutôt un oiseau de nuit gigantesque, ou bien une immense araignée à quatre pattes, dont les membres grêles se découpaient au-dessus des buissons sur la pâleur du ciel. Ce qu'il y avait de certain, c'est que cette bête montée sur des jambes d'une longueur démesurée s'avançait de mon côté par des bonds précipités. Assurément, elle m'avait vu et c'était sur moi qu'elle accourait. Cette pensée me fit retrouver mes jambes et, tournant sur moi-même, je me précipitai dans la descente pour rejoindre Vitalis. Mais si vite que j'allasse, la bête allait encore plus vite que moi. Je n'avais plus besoin de me retourner, je la sentais sur mon dos. Je fis un dernier effort et vins tomber aux pieds de mon maître, tandis que les trois chiens qui s'étaient brusquement levés aboyaient à pleine voix. Je ne pus dire que 2 mots que je répétais machinalement. La bête, la bête. Au milieu des vociférations des chiens, j'entendis tout à coup un grand éclat de rire. En même temps, mon maître, me posant la main sur l'épaule, m'obligea à me retourner. « La bête, c'est toujours toi, disait-il en riant. Regarde donc un peu si tu l'oses. » L'apparition qui m'avait affolé s'était arrêtée. Elle se tenait immobile sur la route. Je m'enhardis et je fixai sur elle des yeux plus fermes. Était-ce une bête? Était-ce un homme? De l'homme, elle avait le corps, la tête et les bras. De la bête, une peau velue qui la recouvrait entièrement. Et 2 longues pattes maigres de 5 ou 6 pieds de haut sur lesquelles elle est restée posée. Je serais probablement resté longtemps indécis à tourner et retourner ma question si mon maître n'avait adressé la parole à mon apparition. « Pourriez-vous me dire si nous sommes éloignés d'un village ?» demanda-t-il. C'était donc un homme puisqu'on lui parlait, mais pour toute réponse, je n'entendis qu'un rire sec, semblable au cri d'un oiseau. C'était donc un animal? Cependant, mon maître continua ses questions, ce qui me parut tout à fait déraisonnable, car chacun sait que si les animaux comprennent quelquefois ce que nous leur disons, ils ne peuvent pas nous répondre. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque cet animal dit qu'il n'y avait pas de maison aux environs, mais seulement une bergerie où il nous proposa de nous conduire. Puisqu'il parlait, comment avait-il des pattes? Si j'avais osé, je me serais approché de lui pour voir comment étaient faites ses pattes. Mais bien qu'il ne parût pas méchant, je n'eus pas ce courage, et ayant ramassé mon sac, je suivis mon maître sans rien dire. « Vois-tu maintenant ce qui t'a fait si grand peur ?» me demanda-t-il en marchant. « Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a donc des géants dans ce pays-ci? » « Oui, quand ils sont montés sur des échasses. » Et il m'expliqua comment les Landais, pour traverser leurs terres sablonneuses ou marécageuses, et ne pas enfoncer dedans jusqu'aux hanches, se servaient de deux longs bâtons garnis d'un étrier auquel ils attachaient leurs pieds. Et voilà comment ils deviennent des géants avec des bottes de 7 lieues pour les enfants peureux. Hector Malot, Sans famille, chapitre 9. Chapitre 9. Le procès de Vitalis. De Pau, il m'est resté un souvenir agréable. Dans cette ville, le vent ne souffle presque jamais. Et comme nous y restâmes pendant l'hiver, on comprend que je dus être sensible à un avantage de ce genre. Ce ne fut pourtant pas cette raison qui, contrairement à nos habitudes, détermina ce long séjour en un même endroit, mais une autre très légitimement toute puissante, auprès de mon maître, je veux dire, l'abondance de nos recettes. En effet, pendant tout l'hiver, nous eûmes
nous eûmes un public d'enfants qui ne se fatigua point de notre répertoire et ne nous cria jamais « c'est donc toujours la même chose ». C'était pour le plus grand nombre des enfants anglais, de gros garçons avec des chairs roses et de jolies petites filles avec des grands yeux doux, presque aussi beaux que ceux de Dulce. Quand le printemps s'annonça par de chaudes journées, notre public commença à devenir moins nombreux et après la représentation, plus d'une fois, des enfants vinrent donner des poignées de main à Joli Cœur et à Capi. C'étaient leurs adieux qu'ils faisaient. Le lendemain, nous ne devions plus les revoir. Bientôt, nous nous trouvâmes seuls sur les places publiques et il fallut songer à reprendre notre vie errante, à l'aventure par les grands chemins. Pendant longtemps, je ne sais combien de jours, combien de semaines, nous allâmes devant nous, suivant des vallées, escaladant des collines, laissant toujours à notre droite les cimes bleuâtres des Pyrénées, semblables à des entassements de nuages. Puis un soir, nous arrivâmes dans une grande ville située au bord d'une rivière, au milieu d'une plaine fertile. Mon maître me dit que nous étions à Toulouse et que nous y resterions longtemps. Comme à l'ordinaire, notre premier soin le lendemain fut de chercher des endroits propices à nos représentations. Nous en trouvâmes un grand nombre car les promenades ne manquent pas à Toulouse, surtout dans la partie de la ville qui avoisine le jardin des plantes. Il y a là une belle pelouse ombragée de grands arbres sur laquelle viennent déboucher plusieurs boulevards qu'on appelle des allées. Ce fut dans une de ces allées que nous nous installâmes et dès nos premières représentations, nous eûmes un public nombreux. Par malheur, l'homme de police qui avait la garde de cette allée vit cette installation avec déplaisir, et soit qu'il n'aimât pas les chiens, soit que nous fussions une cause de dérangement dans son service, soit toute autre raison, il voulut nous faire abandonner notre place. Peut-être dans notre position eût-il été sage de céder à cette tracasserie, mais mon maître n'en jugea pas ainsi. Bien qu'il ne fût qu'un montreur de chiens savants, pauvres et vieux, il avait de la fierté. De plus, il avait ce qu'il appelait le sentiment de son droit, c'est-à-dire la conviction qu'il devait être protégé tant qu'il ne ferait rien de contraire aux lois ou règlements de police. Il refusa donc d'obéir à l'agent lorsque celui-ci voulut nous expulser de notre allée. « Le très honorable représentant de l'autorité, dit-il, en répondant chapeau bas à l'agent de police, peut-il me montrer un règlement émanant de la dite autorité, par lequel il serait interdit à d'infimes baladins tels que nous d'exercer leur chétive industrie sur cette place publique ?» L'agent répondit qu'il n'y avait pas à discuter mais à obéir. « Assurément, répliqua Vitalis, et c'est bien ainsi que je l'entends. Aussi, je vous promets de me conformer à vos ordres aussitôt que vous m'aurez fait savoir en vertu de quel règlement vous les donnez. » Ce jour-là, l'agent de police nous tourna le dos. Mais il revint le lendemain, et franchissant les cordes qui formaient l'enceinte de notre théâtre, il se jeta au beau milieu de notre représentation. « Il faut museler vos chiens, dit-il durement à Vitalis. »« Museler mes chiens ? Il y a un règlement de police, vous devez le connaître. » Nous étions en train de jouer le malade purgé, et comme c'était la première représentation de cette comédie à Toulouse, notre public était plein d'attention. L'intervention de l'agent provoqua des murmures et des réclamations, mais d'un geste, Vitalis réclama et obtint le silence. Alors, ôtant son feutre dont les plumes balayèrent le sable, elle s'approcha de l'agent en faisant 3 grandes révérences. « Le très respectable représentant de l'autorité n'a-t-il pas dit que je devais museler mes comédiens ?» demanda-t-il. « Oui, museler vos chiens, et plus vite que ça. »« Museler Capi, Zerbino, Dolce » s'écria Vitalis, s'adressant bien plus au public qu'à l'agent. « Mais votre seigneurie n'y pense pas ?»
Comment le savant médecin Kepi, connu de l'univers entier, pourra-t-il administrer ses médicaments à son malade si celui-ci porte au bout de son nez une muselière? C'est par la bouche, signor, permettez-moi de vous le faire remarquer, que la médecine doit être prise pour opérer son effet. Le docteur Kepi ne se serait jamais permis de lui indiquer notre direction devant ce public distingué. Sur ce mot, il y eut une explosion de fou rire. Il était clair qu'on approuvait Vitalis. On se moquait de l'agent, et surtout, on s'amusait des grimaces de joli cœur qui s'était placé derrière le représentant de l'autorité, faisant des grimaces dans le dos de celui-ci, croisant ses bras comme lui, se campant le poing sur la hanche et rejetant sa tête en arrière avec des mines et des contorsions tout à fait réjouissantes. Agacé par le discours de Vitalis, exaspéré par les rires du public, l'agent de police tourna brusquement sur ses talons. Mais alors, il aperçut le singe qui se tenait le poing sur la hanche dans l'attitude d'un matamor. Durant quelques secondes, l'homme et la bête restèrent en face l'un de l'autre, se regardant, comme s'il s'agissait de savoir lequel des deux baisserait les yeux le premier. Les rires éclatèrent, encore, irrésistibles et bruyants. « Si demain vos chiens ne sont pas muselés, s'écria l'agent, en nous menaçant du poing, je vous fais un procès. »« À demain, signor, dit Vitalis, à demain. » Et tandis que l'agent s'éloignait à grands pas, Vitalis restait courbé en deux dans une attitude respectueuse. Puis la représentation continua. « Je croyais que mon maître allait acheter des muselières, mais il n'en fit rien. Alors je m'enhardis à lui en parler tout de même, moi-même. « Si vous voulez que Kepi ne brise pas demain sa muselière pendant la représentation, lui dis-je, il serait bon de la lui mettre à l'avance. En le surveillant, on pourrait l'y habituer. Tu crois donc que je vais leur mettre une carcasse de fer? Tam, il me semble que l'agent est disposé à vous tourmenter. Sois tranquille, je m'arrangerai demain pour que l'agent ne puisse pas me faire un procès. Et en même temps pour que mes élèves ne soient pas trop malheureux. D'un autre côté, il est bon aussi que le public s'amuse un peu. Cet agent nous procurera plus d'une bonne recette. Il jouera sans douter un rôle comique dans la pièce que je lui prépare. Cela donnera de la variété à notre répertoire et n'ira pas plus loin qu'il ne faut. Pour cela, tu te rendras tout seul demain à notre place avec joli cœur, tu tendras les cordes, tu joueras quelques morceaux de harpe, et quand l'agent sera arrivé, je ferai mon entrée avec les chiens. C'est alors que la comédie commencera. Il ne me plaisait guère de m'en aller seul, ainsi préparer notre représentation, mais je commençais à connaître mon maître, et il était évident que dans les circonstances présentes, je n'avais aucune chance de lui faire abandonner l'idée de la petite scène sur laquelle il comptait. Je me décidai donc à obéir. Le lendemain, je m'en allai à notre place ordinaire et je tendis mes cordes. J'avais à peine joué quelques mesures qu'on accourut de tous côtés et qu'on s'entassa dans l'enceinte que je venais de tracer. Ceux qui avaient assisté la veille à la scène de l'agent de police étaient revenus et ils avaient amené avec eux des amis. On aime peu les agents de police à Toulouse et l'on était curieux de voir comment le vieil Italien se tirerait d'affaire. Aussi, en me voyant seul avec joli cœur, plus d'un spectateur inquiet m'interrompait-il pour me demander si l'Italien ne viendrait pas. Ce ne fut pas mon maître qui arriva, ce fut l'agent de police. Joli cœur l'aperçut le premier et aussitôt se campa la main sur la hanche et, rejetant la tête en arrière, il se mit à se promener, en long et en large, raide, cambré, avec une prestance ridicule. Le public partit d'un éclat de rire et applaudit. L'agent fut déconcerté et il me lança des regards furieux. Bien entendu, cela redoubla l'hilarité du public. J'avais moi-même envie de rire, mais d'un autre côté, je n'étais guère rassuré. J'étais seul et je ne savais comment je m'en tirerais si l'agent m'interpellait. La figure de l'agent n'était pas faite pour me donner bonne espérance. Il allait de long en large devant mes cordes et quand il passait près de moi,
Il avait une façon de me regarder par-dessus son épaule qui me faisait craindre une mauvaise fin. Joli cœur, qui ne comprenait pas la gravité de la situation, s'amusait de l'attitude de l'agent. Il se promenait lui aussi le long de ma corde, mais en dedans, tandis que l'agent se promenait en dehors, et en passant devant moi, il me regardait à son tour par-dessus son épaule avec une mine si drôle que les rires du public redoublaient. Ne voulant point pousser à bout l'exaspération de l'agent, j'appelai Joli cœur, mais ce jeu l'amusait, il continua sa promenade en courant, et m'échappait toujours lorsque je voulais le prendre. Je ne sais comment cela se fit, mais l'agent, que la colère aveuglait sans doute, s'imagina que j'excitais le singe. Vivement, il enjamba la corde, et je me sentis à moitié renversée par un soufflet. Quand je rouvris les yeux, Vitalis survenu, je ne sais comment, était placé entre moi et l'agent, qu'il tenait par le poignet. « Je vous défends de frapper cet enfant, dit-il. Ce que vous avez fait est une lâcheté. » L'agent voulut dégager sa main, mais Vitalis se serra la sienne. Et pendant quelques secondes, les deux hommes se regardèrent en face, les yeux dans les yeux. L'agent était fou de colère, mon maître magnifique de noblesse. Il me sembla que devant cette attitude, l'agent allait rentrer sous terre, mais il n'en fut rien. D'un mouvement vigoureux, il dégagea sa main, empoigna mon maître par le collet et le poussa devant lui avec brutalité. Vitalis, indigné, se redressa et, levant son bras droit, il en frappa fortement le poignet de l'agent pour se dégager. « Que voulez-vous donc de nous ?» demanda Vitalis. « Je vais vous arrêter. Suivez-moi au poste. » Pour arriver à vos fins, il n'était pas nécessaire de frapper cet enfant, répondit Vitalis. Chapitre 9.b. Je veux vous arrêter. Suivez-moi au poste. Pour arriver à vos fins, il n'était pas nécessaire de frapper cet enfant, répondit Vitalis. Pas de parole, suivez-moi. Vitalis avait retrouvé tout son sang-froid. Il ne répliqua pas, mais se tournant vers moi. Rentre à l'auberge, me dit-il, reste-y avec les chiens, je te ferai parvenir des nouvelles. Il n'en put dire davantage, l'agent l'entraîna. Ainsi finit cette représentation que mon maître avait voulu faire amusante et qui finit si tristement. Le premier mouvement des chiens avait été de suivre leur maître, mais Vitalis leur ordonna de rester près de moi, et habitués à obéir, ils revinrent sur leurs pas. Je m'aperçus alors qu'ils étaient muselés, mais au lieu d'avoir le nez pris dans une carcasse de fer ou dans un filet, ils portaient tout simplement une faveur en soie nouée avec des bouffettes autour de leur museau. Pour Capi, qui était à poil blanc, la faveur était rouge. Pour Zerbino, qui était noire, blanche. Pour Dolce, qui était grise, bleue, c'était des muselières de théâtre. Le public s'était rapidement dispersé. Quelques personnes seulement avaient gardé leur place, discutant sur ce qui venait de se passer. Le vieux a eu raison. Il a eu tort. Pourquoi l'agent a-t-il frappé l'enfant qui ne lui avait rien dit ni rien fait? Mauvaise affaire. Le vieux ne s'en tirera pas sans prison si l'argent constate la rébellion. Je rentrai à l'auberge, fort affligé et très inquiet. On avait parlé de prison. Combien de temps pouvait durer cet emprisonnement? Qu'allais-je faire pendant ce temps? Comment vivre? De quoi? Je n'avais que quelques sous dans ma poche. Serait-il suffisant pour nous nourrir tous, Joli cœur, les chiens et moi? Je passai ainsi 2 journées dans l'angoisse, n'osant pas sortir de la cour de l'auberge, m'occupant de Joli cœur et des chiens, qui tous se montraient inquiets et chagrins. Enfin, le 3e jour, un homme m'apporta une lettre. Mon maître me disait qu'on le gardait en prison pour le faire passer en police correctionnelle le samedi suivant, sous la prévention de résistance à un agent de l'autorité et de voie de fait sur la personne de celui-ci. En me laissant emporter par la colère, ajoutait-il, j'ai fait une lourde faute qui pourra me coûter cher. Viens à l'audience, tu y trouveras une leçon. Pendant que je lisais cette lettre, Capi, entre mes jambes, tenait son nez dessus et les mouvements de sa queue me disaient que, bien certainement, il reconnaissait que ce papier avait passé par les mains de son maître. Depuis 3 jours, c'était la première fois qu'il manifestait de l'animation et de la joie. Ayant pris des renseignements, on me dit que l'audience de la police correctionnelle
commençait à 10 heures. À 9 heures le samedi, j'allais m'adosser contre la porte et le premier, je pénétrai dans la salle. Peu à peu, la salle s'emplit. Je reconnus plusieurs personnes qui avaient assisté à la scène avec l'agent de police. Je ne savais pas ce que c'était que les tribunaux et la justice, mais d'instinct j'en avais eu une peur horrible. Il me semblait que bien qu'il s'agît de mon maître et non de moi, j'étais en danger. Ce ne fut pas mon maître qu'on jugea le premier, mais des gens qui avaient volé, qui s'étaient battus, qui tous se disaient innocents et qui tous furent condamnés. Enfin Vitalis vint s'asseoir entre deux gendarmes sur le banc où tous ces gens l'avaient précédé. Ce qui se dit tout d'abord, je n'en sais rien, j'étais trop ému pour entendre, ou tout au moins pour comprendre. D'ailleurs, je ne pensais pas à écouter. Je regardais mon maître qui se tenait debout, ses grands cheveux blancs rejetés en arrière dans l'attitude d'un homme honteux et peiné. Je regardais le juge qui l'interrogeait. Ainsi dit-il, celui-ci, vous reconnaissez avoir porté... Ainsi dit celui-ci, vous reconnaissez avoir porté des coups à l'agent qui vous arrêtait. Non, des coups, monsieur le président, mais un coup pour me dégager de son étreinte. Lorsque j'arrivais sur la place où devait avoir lieu notre représentation, je vis l'agent donner un soufflet à l'enfant qui m'accompagnait. Cet enfant n'est pas à vous. Non, monsieur le président, mais je l'aime comme s'il était mon fils. Lorsque je le vis frapper, je me laissai entraîner par la colère. Je saisis vivement la main de l'agent et l'empêchai de frapper de nouveau. Vous avez vous-même frappé l'agent. C'est-à-dire que lorsque celui-ci me mit la main collée, j'oubliais quel était l'homme qui sait se jeter sur moi, ou plutôt, je ne vis en lui qu'un homme, au lieu de voir un agent. Et un mouvement instinctif, involontaire, m'a emporté. À votre âge, on ne se laisse pas emporter. On ne devrait pas se laisser emporter. Malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on doit. Je le sens aujourd'hui. Nous allons entendre l'agent. Celui-ci raconta les faits tels qu'ils s'étaient passés, mais en n'insistant plus sur la façon dont on s'était moqué de sa personne, de sa voix, de ses gestes, que sur le coup qu'il avait reçu. Pendant cette déposition, Vitalis m'aperçut, sa figure de tristesse éclaira. Malgré moi, mes yeux s'emplirent de larmes. Je croyais qu'on allait mettre mon maître en liberté, mais il n'en fut rien. Le président, d'une voix grave, dit que le nommé Vitalis, convaincu d'injures et de voies de fait envers un agent de la force publique, était condamné à 2 mois de prison et à 100 francs d'amende. À travers mes larmes, je vis la porte par laquelle Vitalis était entré se rouvrir. Celui-ci suivit un gendarme, puis la porte se referma. Chapitre 10. En bateau. Quand je rentrai à l'auberge, le cœur gros, les yeux rouges, je trouvai sous la porte de la cour l'aubergiste qui me regarda longuement. J'allais passer pour rejoindre les chiens quand il m'arrêta. « Eh bien, me dit-il, ton maître, il est condamné. Tu as de l'argent pour vivre et pour nourrir tes bêtes, je pense. »« Non, monsieur. Alors tu comptes sur moi pour vous loger ?»« Oh, non, monsieur, je ne compte sur personne. » Rien n'était plus vrai, je ne comptais sur personne. « Eh bien, mon garçon, continua l'aubergiste, tu as raison. Je ne peux pas te faire crédit. Il faut t'en aller d'ici. »« M'en aller? Mais où voulez-vous que j'aille, monsieur? Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas non plus ton maître. Pourquoi veux-tu que je te garde? » Je restai un moment abasourdi. Que dire? Cet homme avait raison. Pourquoi m'aurait-il gardé chez lui? Je ne lui étais rien qu'un embarras, une charge. Allons, mon garçon, prends tes chiens et ton singe, puis file, tu trouveras bien travailler à gagner ta vie dans les villages. Mais monsieur, où voulez-vous que mon maître me trouve en sortant de prison? C'est ici qu'il viendra me chercher. Tu n'auras qu'à revenir ce jour-là. D'ici là, va faire une promenade de 2 mois dans les environs, dans les villes d'eau, à Bagnères, à Cotteret, à Luz. Il y a de l'argent à gagner. Et si mon maître m'écrit, je te garderai sa lettre. Mais si je ne lui réponds pas, ah, tu m'ennuies à la fin. Je t'ai dit de t'en aller. Il faut sortir d'ici et plus vite que ça. Je te donne 5 minutes pour partir. Si je te retrouve quand je vais revenir dans la cour, tu auras affaire à moi. Je sentis bien que toute insistance était inutile. Comme le disait l'aubergiste, il fallait sortir d'ici. J'entrai à l'écurie, et après avoir détaché les chiens et joli cœur, après avoir bouclé mon sac et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe, je sortis de l'auberge. L'aubergiste était sur sa porte,
pour me surveiller. « S'il vient une lettre, me cria-t-il, je te la conserverai. » J'avais hâte de sortir de la ville, car mes chiens n'étaient pas muselés. Que répondre? Si je rencontrais un agent de police, que je n'avais pas d'argent pour leur acheter des muselières, c'était la vérité, car je n'avais que 11 sous dans ma poche, et ce n'était pas suffisant pour une pareille acquisition. Ne m'arrêterait-il pas à mon tour? Mon maître en prison, moi aussi, que deviendraient les chiens et Joli Cœur? J'étais devenu directeur de troupe, chef de famille, et je sentais ma responsabilité. Tout en marchant rapidement, les chiens levaient la tête vers moi et me regardaient d'un air qui n'avait pas besoin de paroles pour être compris. Ils avaient faim. Joli Cœur, que je portais juché sur mon sac, me tirait de temps en temps l'oreille pour m'obliger à tourner la tête vers lui. Alors il se brossait le ventre par un geste qui n'était pas moins expressif que le regard des chiens. Moi aussi, j'aurais bien comme eux parlé de ma faim, car je n'avais pas déjeuné, plus que tous, mais à quoi bon? Mais 11 sous ne pouvaient pas nous donner à déjeuner et à dîner. Nous devions tous nous contenter d'un seul repas, qui fait, au milieu de la journée, nous tiendrait les lieux des deux. L'auberge où nous avions logé et d'où nous venions d'être chassés, se trouvant sur la route de Montpellier, c'était naturellement cette route que j'avais suivie. Dans ma hâte de fuir une ville où je pouvais rencontrer des agents de police, je n'avais pas le temps de me demander où les routes conduisaient. Ce que je désirais, c'est qu'elles m'éloignassent de Toulouse. Le reste m'importait peu. Je crois bien que nous marchâmes près de 2 heures, sans que j'osasse m'arrêter. Et cependant, les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants, tandis que Joli Cœur me tirait l'oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort. Enfin, je me crus assez loin de Toulouse pour n'avoir rien à craindre et j'entrai dans la première boutique de boulanger que je trouvai. « Vous prendrez bien un pain de 2 livres, me dit la boulangère, avec votre ménagerie. Ce n'est pas trop. Il faut bien les nourrir, ces pauvres bêtes. » Sans doute, ce n'était pas trop pour ma ménagerie qu'un pain de 2 livres. Mais sans compter Joli Cœur qui ne mangeait pas de gros morceaux, cela ne nous donnait qu'une demi-livre pour chacun de nous. Mais c'était trop pour ma bourse. Le pain était alors à 5 sous la livre. En achetant qu'une livre et demie, qui me coûtait 7 sous et 3 centimes, il me restait pour le lendemain 3 sous et 3 centimes. C'est-à-dire assez pour ne pas mourir de faim et attendre une occasion de gagner quelque argent. J'eus vite fait ce calcul, je dis à la boulangère que j'avais bien assez d'une livre et demie de pain. Elle me coupa la quantité que je demandais et la mit dans la balance à laquelle elle donna un petit coup. « C'était un peu fort, dit-elle. C'est un peu fort, dit-elle. Cela sera pour les 2 centimes. » Et elle fit tomber mes 8 sous dans son tiroir. J'ai vu des gens repousser les centimes qu'on leur rendait. Moi, je n'aurais pas repoussé ce qui m'était dû. Cependant, je n'osais pas les réclamer et sortis sans rien dire avec mon pain étroitement serré sous mon bras. Les chiens joyeux sautaient autour de moi, Joli Cœur, à me tirer les cheveux en poussant des petits cris. Nous n'allâmes pas bien loin. Au premier arbre qui se trouva sur la route, je posai ma harpe contre son tronc et m'allongeai sur l'herbe. Les chiens s'assirent en face de moi. Joli Cœur, qui n'était pas fatigué, resta debout pour voler les morceaux qui lui conviendraient. C'était une affaire délicate que le découpage de ma niche. J'en fis 5 parts aussi égales que possible, et pour qu'il n'y eût pas de pain gaspillé, je les distribuai en petites tranches. Joli Cœur, qui avait besoin de moins de nourriture que nous, se trouva le mieux partagé, et il n'eut plus faim, alors que nous étions encore affamés. Sur sa part, je pris 3 morceaux que je serrai dans mon sac pour les donner aux chiens plus tard. Bien que ce festin n'eût rien de ceux qui provoquent au discours, le moment me parut venu d'adresser quelques paroles à mes camarades. Capi avait sans doute deviné mon intention, car il tenait collé sur les miens, ses grands yeux intelligents et affectueux. « Oui, mon ami Capi, dis-je. Oui, mes amis Dolce, Zerbino et Joli Cœur. Oui, mes chers camarades, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Notre maître est éloigné de nous pour 2 mois. »« Ouah !» cria Capi. Cela est bien triste pour lui d'abord et aussi pour nous. C'était lui qui nous faisait vivre et en son absence, nous allons nous trouver dans une terrible situation. Nous n'avons pas d'argent. Sur ce mot qu'il connaissait parfaitement,
Capi se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à marcher en rond comme s'il faisait la quête dans les rangs de l'honorable société. « Tu veux que nous donnions des représentations, continuai-je, c'est assurément un bon conseil. Mais ferons-nous recette? Tout est là. Si nous ne réussissons pas, je vous préviens que nous n'avons que 3 jours pour toute fortune. Il faudra donc se serrer le ventre. Les choses étant ainsi, j'ose espérer que vous comprendrez la gravité des circonstances. Je vous demande de l'obéissance, de la sobriété et du courage. Serrons nos rangs et comptez sur moi comme je compte sur vous-même. » Je n'ose pas affirmer que mes camarades comprirent toutes les beautés de mon discours improvisé. Mais certainement, ils en sentirent les idées générales, ils furent satisfaits de mon procédé à leur égard, et ils me prouvèrent leur contentement par leur attention. Quand je dis leur attention, je parle des chiens seulement, car, pour joli cœur, au bout d'une vingtaine de mots, ils s'étaient lancés sur l'arbre, qui nous couvrait de son feuillage, et ils s'amusaient à se balancer en sautant de branche en branche. Si Capi m'avait fait une pareille injure, j'en aurais été certes blessée, mais de joli cœur, rien ne m'étonnait. Ce n'était qu'un étourdi, une cervelle creuse, et puis après tout, il était bien naturel qu'il eût envie de s'amuser un peu. Après quelques instants de repos, je donnai le signal du départ. Il nous fallait gagner notre coucher, en tout cas notre déjeuner du lendemain. Si comme cela était probable, nous faisions l'économie de coucher en plein air. Au bout d'une heure de marche à peu près, nous arrivâmes en vue du village, qui me parut propre à la réalisation de mon dessein. De loin, il s'annonçait comme assez misérable, et la recette ne pouvait être par conséquent que bien chétive. Mais il n'y avait pas là de quoi me décourager. Je n'étais pas exigeant sur le chiffre de la recette. Je fis donc la toilette de mes comédiens et, en aussi bel ordre que possible, nous entrâmes dans le village. Malheureusement, le fifre de Vitalis nous manquait, et aussi sa prestance, qui, comme celle d'un tambour-major, attirait toujours les regards. Je n'avais pas comme lui l'avantage d'une grande taille et d'une tête expressive. Bien petite au contraire, était ma taille, bien mince. Et sur mon visage devait se montrer plus d'inquiétude que d'assurance. Tout en marchant, je regardais à droite et à gauche pour voir l'effet que nous produisions. Il était médiocre. On levait la tête puis on la rabaissait, personne ne nous suivait. Arrivé sur une petite place au milieu de laquelle se trouvait une fontaine ombragée par des platanes, je pris ma harpe et commençai à jouer une valse. La musique était gaie, mes doigts étaient légers, mais mon cœur était chagrin. Il me semblait que je portais sur mes épaules un poids bien lourd. Je dis à Zerbino et à Dolce de valser, ils m'obéirent bien aussitôt et se mirent à tourner en mesure. Mais personne ne se dérangea pour venir nous regarder. Je continuai de jouer. Zerbino et Dolce continuèrent de valser. Peut-être quelqu'un se déciderait-il à s'approcher s'il venait une personne. Il en viendrait une seconde, puis 10, puis 20 autres. Mais j'avais beau jouer, Zerbino et Dolce avaient beau tourner, les gens restaient chez eux. Ils ne regardaient même plus de notre côté. Je commandai à Zerbino et à Dolce de se coucher et me mis à chanter ma canzonetta. Et jamais bien certainement je ne m'y appliquai avec plus de zèle. J'entamai la deuxième strophe quand je vis un homme vêtu d'une veste et coiffé d'un feutre se diriger vers nous. Enfin, je chantai avec plus d'entraînement. « Oh là !» cria-t-il. « Que fais-tu ici, mauvais garnement ?» Je m'interrompis stupéfié par cette interpellation et restai à le regarder venir vers moi la bouche ouverte. « As-tu une permission pour chanter sur notre commune ?»« Non, monsieur. »« Alors va-t'en si tu ne veux pas que je te fasse un procès. »« Mais monsieur, appelle-moi monsieur le garde champêtre et tourne les talons, mauvais mendiant. » Je ne me fis pas répéter cet ordre 2 fois. Je tournai sur mes talons comme il m'avait été ordonné, et en 5 minutes, je sortis de cette commune peu hospitalière mais bien gardée. Mes chiens me suivaient, la tête basse et la mine attristée, comprenant assurément qu'il venait de nous arriver une mauvaise aventure. Lorsque nous fûmes assez éloignés pour n'avoir plus à craindre la brutale arrivée du garde champêtre, je fis un signe de la main, et immédiatement les 2 chiens formèrent le cercle autour de moi. Le moment était venu de leur donner l'explication qu'ils attendaient.
Comme nous n'avons pas de permission pour jouer, dis-je, je vous renvoie. Alors, nous allons coucher à la belle étoile, n'importe où ou sans souper. Au mot souper, il y eut un grognement général. Je montrai mes 3 sous. Vous savez ce que c'est tout ce qui nous reste. Si nous dépensons nos 3 sous ce soir, nous n'aurons rien pour déjeuner demain. Or, comme nous avons mangé aujourd'hui, je trouve qu'il est sage de penser au lendemain. Et je remis mes 3 sous dans ma poche. Capi et Dol se baissèrent la tête avec résignation, mais Zerbino continua de gronder. Après l'avoir regardé sévèrement sans pouvoir le faire taire, je me tournai vers Capi. « Explique à Zerbino, lui dis-je, qu'il faut nous priver d'un second repas. Aujourd'hui, si nous voulons en faire un demain. » Capi donna un coup de patte à son camarade et une discussion s'engagea entre eux. Ce que Capi dit à Zerbino, je ne l'entendis pas, car si les chiens comprennent le langage des hommes, les hommes ne comprennent pas le langage des chiens. Je vis seulement que Zerbino refusait d'entendre raison, et ce fut seulement quand Capi eut montré ses crocs que Zerbino, qui n'était pas très brave, se résigna au silence. La question du souper étant ainsi réglée, il ne restait plus que celle du coucher. Heureusement, le temps était beau, et coucher à la belle étoile en cette saison n'était pas bien grave. Il n'y avait qu'à marcher droit devant soi sur la route blanche jusqu'à la rencontre d'un gîte. Ce que nous fîmes. La route s'allongea, les kilomètres succédèrent aux kilomètres, et les dernières lueurs roses du soleil couchant avaient disparu du ciel que nous n'avions pas encore trouvé ce gîte. Il fallait tant bien que mal se décider. Quand je me décidai à nous arrêter pour passer la nuit, nous étions dans un bois que coupaient çà et là des espaces dénudés, au milieu desquels se dressaient des blocs de granit. L'endroit était bien désert, mais nous n'avions pas mieux à choisir. Quittant la route, nous nous engageâmes au milieu des pierres, et bientôt j'aperçus un énorme bloc de granit planté de travers, de manière à former une sorte de cavité à sa base et un toit à son sommet. Dans cette cavité, les vents avaient amoncelé un lit épais d'aiguilles de pin desséchées. Nous ne pouvions mieux trouver un matelas pour nous étendre, une toiture pour nous abriter. Il ne nous manquait qu'un morceau de pain pour souper. Mais il fallait tâcher de ne pas penser à cela. D'ailleurs, le proverbe n'a-t-il pas dit qui d'ordine? Avant de dormir, j'expliquai à Capi que je comptais sur lui pour nous garder, et la bonne bête, au lieu de venir avec nous se coucher sur les aiguilles de pin, resta en dehors de notre abri, posté en sentinelle. Je pouvais être tranquille, je savais que personne ne nous approcherait sans que j'en fusse prévenu. Cependant, je ne m'endormis pas aussitôt que je fus étendu sur les aiguilles de pin, mon inquiétude étant plus grande encore que ma fatigue. Cette première journée de voyage avait été mauvaise. Que serait celle du lendemain? J'avais faim, j'avais soif, il ne me restait que 3 sous. J'avais beau les manier machinalement dans ma poche, ils n'augmentaient pas. 1, 2, 3, je m'arrêtais toujours à ce chiffre. Comment nourrir ma troupe? Comment me nourrir moi-même si je ne trouvais pas à donner des représentations? Faudrait-il donc tous mourir de faim au coin d'un bois ou d'un buisson? Je sentis mes yeux s'emplir de larmes, puis tout à coup je me mis à pleurer. Pauvre mère Barberin, pauvre Vitalis, je m'étais couché sur le ventre et je pleurais dans mes 2 mains, sans pouvoir m'arrêter. Quand je sentis un souffle tiède passer dans mes cheveux, vivement je me retournai, une grande langue douce et chaude se colla sur mon visage. C'était Capi, qui m'avait entendu pleurer et qui venait me consoler, comme il était déjà venu à mon secours lors de ma première nuit de voyage. Je le pris par le cou à 2 bras, et j'embrassai son museau humide. Alors il poussa 2 ou 3 gémissements étouffés, et il me sembla qu'il pleurait avec moi. Quand je me réveillai, il faisait grand jour, et Capi, assis devant moi, me regardait. Les oiseaux sifflaient dans le feuillage. Au loin, tout au loin, une cloche sonnait l'angélus. Le soleil, déjà haut dans le ciel, lançait des rayons chauds et réconfortants. Notre toilette matinale fut bien vite faite, et nous nous mîmes en route, nous dirigeant du côté d'où venaient les tintements de la cloche.
Là était un village, là sans doute était un boulanger. Quand on s'est couché sans dîner et sans souper, la femme parle de bonheur. Mon parti était pris, je dépenserais mes 3 sous, et après nous verrions. En arrivant dans le village, je n'eus pas besoin de demander où était la boulangerie. Notre nez nous guida sûrement vers elle. J'eus l'odorat presque aussi fin que celui de mes chiens, pour sentir de loin la bonne odeur du pain chaud. 3 sous de pain quand il coûte 5 sous la livre ne nous donnèrent à chacun qu'un bien petit morceau, et notre déjeuner fut rapidement terminé. Le moment était donc venu de voir, c'est-à-dire d'aviser au moyen de faire une recette dans la journée. Pour cela, je me mis à parcourir le village. Mon intention n'était pas de donner immédiatement une représentation, car l'heure n'était pas convenable, mais d'étudier le pays, de faire choix du meilleur emplacement et de revenir dans le milieu de la journée tenter la chance. J'étais absorbée par cette idée quand tout à coup, j'entendis crier derrière moi. Je me retournai vivement et je vis arriver Zerbino, poursuivi par une vieille femme. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce qui provoquait cette poursuite et ces cris. Profitant de ma distraction, Zerbino était entré dans une maison où il avait volé un morceau de viande qu'il emportait dans sa gueule. « Au voleur !» criait la vieille femme. « Arrêtez-le, arrêtez-les tous !» En entendant ces derniers mots, me sentant coupable ou tout au moins responsable de la faute de mon chien, je me mis à courir aussi. Que répondre si la vieille femme me demandait le prix du morceau de viande volé? Comment le payer? Une fois arrêté, ne nous garderait-on pas? Me voyant fuir, Capi et Dolce ne restèrent pas en arrière, et je les sentis sur mes talons, tandis que joli cœur que je portais sur mon épaule m'empoignait par le cou pour ne pas tomber. Il n'y avait guère à craindre qu'on nous attrapât ou en nous rejoignions, mais on pouvait nous arrêter au passage, et justement, il me sembla que telle était l'intention de 2 ou 3 personnes qui barraient la route. Heureusement, une ruelle transversale venait déboucher sur la route devant ce groupe d'adversaires. Je me jetai dedans accompagné des chiens, et toujours courant à toutes jambes, nous fûmes bientôt en pleine campagne. Je m'arrêtai lorsque la respiration commença à me manquer, c'est-à-dire après avoir fait au moins 2 kilomètres. Alors je me retournai. Osant regarder en arrière, personne ne nous suivait. Capi et Dolce étaient toujours sur mes talons. Zerbino arrivait tout au loin, s'étant arrêté sans doute pour manger son morceau de viande. Je l'appelai, mais Zerbino, qui savait qu'il avait mérité une sévère correction, s'arrêta. Puis, au lieu de venir à moi, il se sauva. C'était poussé par la faim que Zerbino avait volé ce morceau de viande, et je ne pouvais accepter cette raison comme une excuse. Il y avait un vol. Il fallait que le coupable fût puni, ou bien c'en était fait de la discipline de ma troupe. Au prochain village, Dolce imiterait son camarade, et Capi lui-même finirait par succomber à la tentation. Je devais donc administrer une correction publique à Zerbino, mais pour cela, il fallait qu'il voulût bien comparaître devant moi. Et ce n'était pas chose facile que de le décider. Je recours à Capi, va me chercher Zerbino, et il partit aussitôt pour accomplir la mission que je lui confiai. Je n'avais plus qu'à attendre le retour de Capi et de son prisonnier, ce qui pouvait être assez long, car Zerbino, très probablement, ne se laisserait pas ramener tout de suite. Mais il n'y avait rien de bien désagréable pour moi dans cette attente. J'étais assez loin du village pour n'avoir guère à craindre qu'on me poursuivît. Et d'un autre côté, j'étais fatigué de ma course pour désirer me reposer un moment. D'ailleurs, à quoi bon me presser, puisque je ne savais pas où aller et que je n'avais rien à faire. Justement, l'endroit où je m'étais arrêté était fait à souhait pour l'attente et le repos. Sans savoir où j'allais dans ma course folle, j'étais arrivé sur les bords du canal du Midi, et après avoir traversé des campagnes poussiéreuses depuis mon départ de Toulouse, je me trouvais dans un pays vert et frais. Des eaux, des arbres, de l'herbe, une petite source, c'était charmant, et j'étais là à merveille pour attendre le retour des chiens. 1 heure s'écoula sans que je les visse revenir, ni l'un ni l'autre, et je commençai à m'inquiéter. Quand Capi reparut, seul, la tête basse.
Où est Zerbino? Capi se coucha dans une attitude craintive. Alors, en le regardant, je m'aperçus qu'une de ses oreilles était ensanglantée. Je n'eus pas besoin d'explication pour comprendre ce qui s'était passé. Zerbino s'était révolté contre la gendarmerie. Il avait fait la résistance et Capi, qui peut-être n'obéissait qu'à recréer un ordre qu'il considère comme bien sévère, s'était laissé battre. Fallait-il le gronder et le corriger aussi? Je n'en eus pas le courage, je n'étais pas en disposition de peiner les autres, étant déjà bien assez affligé de mon propre chagrin. L'expédition de Capi n'ayant pas réussi, il ne me restait qu'une ressource qui était d'attendre que Zerbino voulut bien revenir. Je m'étendis sous un arbre tenant Joli Cœur attaché, Capi et Edol se couchaient à mes pieds. Le temps s'écoula. Zerbino ne parut pas. Insensiblement, le sommeil me prit et je m'endormis. Quand je m'éveillai, le soleil était au-dessus de ma tête et les heures avaient marché. Mais je n'avais plus besoin du soleil pour me dire qu'il était tard. Mon estomac me criait qu'il y avait longtemps que j'avais mangé mon morceau de pain. De leur côté, les deux chiens et Joli Cœur me montraient aussi qu'ils avaient faim. Capi et Dolce avec des mines piteuses, Joli Cœur avec des grimaces. Et Zerbino n'apparaissait toujours pas. Je l'appelai, je le sifflai, mais tout fut inutile. Il ne parut pas. Ayant bien déjeuné, il digérait tranquillement, blotti sous quelques buissons. Ma situation devenait critique. Si je m'en allais, il pouvait très bien se perdre et ne pas nous rejoindre. Si je restais, je ne trouvais pas l'occasion de gagner quelques sous et de manger. J'envoyai une fois encore Capi à la recherche de son camarade, mais au bout d'une demi-heure, il revint seul et me fit comprendre qu'il ne l'avait pas trouvé. Que faire? Bien que Zerbino fût coupable et nous eût mis tous par sa faute dans une terrible situation, je ne pouvais pas avoir l'idée de l'abandonner. Que dirait mon maître si je ne lui ramenais pas ces 3 chiens? Et puis malgré tout, je l'aimais, ce coquin de Zerbino. Je résolus donc d'attendre jusqu'au soir, mais il était impossible de rester dans l'inaction. À écouter, notre estomac criait la faim. Il fallait inventer quelque chose qui pût nous occuper tous les 4 et nous distraire. Si je jouais un air gai, peut-être oublierions-nous tous notre faim. En tout cas, le temps passerait plus vite pour nous. Je pris ma harpe qui était posée contre un arbre et tournant le dos au canal, après avoir mis mes comédiens en position, je commençai à jouer un air de danse, puis après une valse. Tout d'abord, mes acteurs ne semblaient pas très disposés à la danse. Il était évident qu'un morceau de pain eût bien mieux fait leur affaire. Mais peu à peu, ils s'animèrent et s'animèrent. La musique produisait son effet obligé. Nous oubliâmes tous les morceaux de pain que nous n'avions pas, et nous ne pensâmes plus, moi qu'à jouer, eux qu'à danser. Tout à coup, j'entendis une voix claire, une voix d'enfant crier « Bravo !» Cette voix venait de derrière moi. Je me retournai vivement. Un bateau était arrêté sur le canal, l'avant tourné vers la rive, sur laquelle je me trouvais. Les 2 chevaux qui le remorquaient avaient fait halte sur la rive opposée. C'était un singulier bateau et tel que je n'en avais pas encore vu de pareil. Il était beaucoup plus court que les péniches qui servent ordinairement à la navigation sur les canaux, et au-dessus de son pont peu élevé, au-dessus de l'eau, était construite une porte de galerie vitrée. À l'avant de cette galerie se trouvait une véranda ombragée par des plantes grimpantes. Sous cette véranda, j'aperçus 2 personnes, une dame jeune encore, à l'air noble et mélancolique, qui se tenait debout, et un enfant, un garçon à peu près de mon âge, qui me parut couché. C'était cet enfant sans doute qui avait crié « Bravo !» Remis de ma surprise, je soulevai mon chapeau pour remercier celui qui m'avait applaudi. « C'est pour votre plaisir que vous jouez ?» me demanda la dame, parlant avec un accent étranger. « C'est pour faire travailler mes comédiens aussi, pour me distraire. » L'enfant fit un signe, la dame se pencha vers lui. « Voulez-vous jouer encore ?» me demanda la dame en relevant la tête. « Si je voulais jouer ?»
Jouer pour un public qui m'arrivait si à propos, je ne me fis pas prier. Voulez-vous une danse ou une comédie, dis-je. Oh, une comédie, s'écria l'enfant. Mais la dame l'interrompit pour dire qu'elle préférait une danse. Je repris donc ma harpe et je commençai à jouer une valse. Aussitôt Capi entoura la taille de Dolce avec ses deux pattes, et ils se mirent à tourner en mesure. Puis Joli Cœur dansa un pas seul. Oui, successivement, nous passâmes en revue tout notre répertoire. Nous ne sentions pas la fatigue. Quant à mes comédiens, ils avaient assurément compris qu'un dîner serait le paiement de leur peine, et ils ne s'épargnaient pas plus que je ne m'épargnais moi-même. Tout à coup, au milieu d'un de mes exercices, je vis Zerbino sortir d'un buisson, et quand ses camarades passèrent près de lui, il se plaça effrontément au milieu d'eux et prit son rôle. Tout en jouant et en surveillant mes comédiens, je regardais de temps en temps le jeune garçon, et chose étrange, bien qu'il parût prendre grand plaisir à nos exercices, il ne bougeait pas. Il restait couché, allongé, dans une immobilité complète, ne remuant que les deux mains pour nous applaudir. Il semblait qu'il était attaché sur une planche. Insensiblement, le vent avait poussé le bateau contre la berge sur laquelle je me trouvais, et je voyais maintenant l'enfant comme si j'avais été sur le bateau même et près de lui. Il était blond de cheveux, son visage était pâle, si pâle qu'on voyait les veines bleues de son front sous sa peau transparente. Son expression était la douceur et la tristesse avec quelque chose de maladif. « Combien faites-vous payer les places à votre théâtre ?» me demanda la dame. « On paye selon le plaisir qu'on a éprouvé. »« Alors, maman, il faut payer très cher, dit l'enfant. » Puis il ajouta quelques paroles dans une langue que je ne comprenais pas. « Arthur voudrait voir vos acteurs de plus près, me dit la dame. » Je fis un signe à Capi qui, prenant son élan, sauta dans le bateau. « Et les autres ?» cria Arthur. Zerbino et Dolce suivirent leurs camarades. « Et le singe, est-il méchant ?»« Non, madame, mais il n'est pas toujours obéissant, et j'ai peur qu'il ne se conduise pas convenablement. Eh bien, embarquez avec lui. » Disant cela, elle fit signe à un homme qui se tenait à l'arrière, auprès du gouvernail, et aussitôt cet homme jeta une planche sur la berge. C'était un pont. Il me permit d'embarquer sans risquer le saut périlleux, et j'entrai dans le bateau gravement, ma harpe sur l'épaule et Joli Cœur dans ma main. Je m'approchai de l'enfant, et tandis qu'il flattait et caressait Joli Cœur, je pus l'examiner à loisir. Chose surprenante, il était bien véritablement attaché sur une planche, comme je l'avais cru tout d'abord. « Vous avez un père, n'est-ce pas, mon enfant ?» me demanda la dame. « Oui, mais je suis seule en ce moment. »« Oh, mon pauvre petit, seul à votre âge, il le faut bien, madame. Votre maître vous oblige sans doute à lui rapporter une somme d'argent. »« Non, madame, il ne m'oblige à rien, pourvu que je trouve à vivre avec ma troupe, cela suffit. » « Et vous avez trouvé à vivre jusqu'à ce jour ?» J'hésitais avant de répondre. Je n'avais jamais vu une dame qui m'inspirait un sentiment de respect comme celle qui m'interrogeait. Cependant, elle me parlait avec tant de bonté. Sa voix était si douce, son regard était si affable, si encourageant que je me décidai à dire la vérité. D'ailleurs, pourquoi me taire? Je lui racontai donc comment j'avais dû me séparer de Vitalis, condamné à la prison pour m'avoir défendu, et comment, depuis que j'avais quitté Toulouse, je n'avais pas pu gagner un sou. Pendant que je parlais, Arthur jouait avec les chiens, mais cependant il écoutait et entendait ce que je disais. « Comment? Comme vous devez tous avoir faim, s'écria-t-il. À ce mot qu'il connaissait bien, les chiens se mirent à aboyer et Joli Cœur se frotta le ventre avec frénésie. « Oh, maman !» dit Arthur. La dame comprit cet appel. Elle dit quelques mots en langue étrangère à une femme qui montrait sa tête dans une porte entrebâillée. Et bientôt, aussitôt, cette femme apporta une petite table servie. « Asseyez-vous, mon enfant, me dit la dame. » Je ne me fis pas prier. Je posai ma harpe et m'assis devant la table. Les chiens autour de moi, Joli Cœur sur mon genou. « Vos chiens mangent-ils du pain ?» me demanda Arthur. S'ils mangeaient du pain, je leur en donnai à chacun un morceau qu'ils dévorèrent. « Et le singe, dit Arthur,
Mais il n'y avait pas besoin de s'occuper de Joli Cœur, car tandis que je servais les chiens, il s'était emparé d'un morceau de croûte de pâté avec lequel il était en train de s'étouffer sous la table. À mon tour, je pris une tranche de pain, et si je ne m'étouffais pas comme Joli Cœur, je dévorais au moins aussi gloutonnement que lui. Pauvre enfant, disait la dame en emplissant mon verre. Quant à Arthur, il ne disait rien, mais il nous regardait, les yeux écarquillés, émerveillé assurément de notre appétit. « Et où auriez-vous dîné ce soir si nous ne nous étions pas rencontrés » demanda Arthur. « Je crois bien que nous n'aurions pas dîné. Et demain, où dînerez-vous? Peut-être demain aurons-nous la chance de faire une bonne rencontre comme aujourd'hui. » Arthur se tourna vers sa mère et une longue conversation s'engagea entre eux dans la langue étrangère que j'avais déjà entendue. Il paraissait demander quelque chose qu'elle n'était pas disposée à accorder. Tout à coup, il tourna de nouveau sa tête vers moi, car son corps ne bougeait pas. « Voulez-vous rester avec nous ?» dit-il. Je le regardai sans répondre, tant cette question me prit à l'improviste. « Mon fils vous demande si vous voulez rester avec nous. » Sur ce bateau? Oui, sur ce bateau. Vous demeurerez avec nous. Vos chiens et vos singes donneront des représentations pour Arthur, il sera leur public. Et vous, si vous le voulez bien, mon enfant, vous jouerez de la harpe. En bateau. J'allais vivre en bateau sur l'eau. Quel bonheur! Je pris la main de la dame et la baisai. Elle parut sensible à ce témoignage de reconnaissance et affectueusement, presque tendrement, elle me passa à plusieurs reprises la main sur le front. « Pauvre petit, dit-elle. » Hector Malot, Sans famille, chapitre 11, Mon premier ami. La mère d'Arthur était anglaise. Elle se nommait Madame Milligan. Elle était veuve et je croyais qu'Arthur était son seul enfant. Mais j'appris bientôt qu'elle avait eu un fils aîné, disparu dans des conditions mystérieuses. Jamais on n'avait pu retrouver ses traces. Au moment où cela était arrivé, M. Milligan était mourant, et Madame Milligan, très gravement malade, ne savait rien de ce qui se passait autour d'elle. Quand elle était revenue à la vie, son mari était mort et son fils avait disparu. Les recherches avaient été dirigées par M. James Milligan, son beau-frère. Mais il y avait cela de particulier dans ce choix, que M. James Milligan avait un intérêt opposé à celui de sa belle-sœur. En effet, son frère mort, sans enfant, il devenait l'héritier de celui-ci. Cependant, M. James Milligan n'hérita point de son frère, car 7 mois après la mort de son mari, Madame Milligan mit au monde un enfant qui était le petit Arthur. Mais cet enfant, chétif et maladif, ne pouvait pas vivre, disaient les médecins. Il devait mourir d'un moment à l'autre. Et ce jour-là, M. James Milligan devenait enfin l'héritier du titre et de la fortune de son frère aîné. Car les lois de l'héritage ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et en Angleterre, elles permettent dans certaines circonstances que ce soit un oncle qui hérite au détriment d'une mère. Les espérances de M. James Milligan se trouvèrent donc retardées par la naissance de son neveu. Elles ne furent pas détruites, il n'avait qu'à attendre. Il attendit. Mais les prédictions des médecins ne se réalisèrent point. Arthur resta maladif, il ne mourut pourtant pas ainsi qu'il avait été décidé. Les soins de sa mère le firent revivre. 20 fois on le crut perdu. 20 fois il fut sauvé. Successivement, quelquefois même ensemble, il avait eu toutes les maladies qui peuvent s'abattre sur les enfants. En ces derniers temps, s'était déclaré un mal terrible qu'on appelle coxalgie, et dont le siège est dans la hanche. Pour ce mal, on avait ordonné des eaux sulfureuses, et Madame Milligan était venue dans les Pyrénées. Mais après avoir essayé des eaux inutilement, on avait conseillé un autre traitement qui consistait à tenir le malade allongé sans qu'il pût mettre le pied à terre. C'est alors que Madame Milligan avait fait construire à Bordeaux le bateau sur lequel je m'étais embarqué. Elle ne pouvait pas penser à laisser son fils enfermé dans une maison,
Il y serait mort d'ennui ou de privation d'air. Arthur ne pouvant plus marcher, la maison qu'il habiterait devait marcher pour lui. On avait transformé un bateau en maison flottante avec chambre, cuisine, salon et véranda. C'était dans ce salon ou sous cette véranda, selon les temps, qu'Arthur se tenait du matin au soir, avec sa mère à ses côtés, et les paysages défilaient devant lui, sans qu'il eût d'autre peine que d'ouvrir les yeux. Ils étaient partis de Bordeaux depuis un mois, et après avoir remonté la Garonne, ils étaient entrés dans le canal du Midi. Mais par ce canal, ils devaient gagner les étangs et les canaux qui longent la Méditerranée, pour remonter ensuite le Rhône, puis la Saône, passer de cette rivière dans la Loire jusqu'à Briare, prendre là le canal de ce nom, arriver dans la Seine et suivre le cours de ce fleuve jusqu'à Rouen, où ils s'embarqueraient sur un gros navire pour rentrer en Angleterre. Le jour de mon arrivée, je fis seulement connaissance de la chambre que je devais occuper dans le bateau, qui s'appelait le Cygne. Bien qu'elle fût toute petite, la plus charmante cabine, la plus étonnante que puisse rêver une imagination enfantine. Le mobilier qui la garnissait consistait en une seule commode, mais la tablette supérieure était mobile, et quand on la relevait, on trouvait sous elle un lit complet, matelas, oreiller, couverture. Sous ce lit était un tiroir garni de tous les objets nécessaires à la toilette, et sous ce tiroir s'en trouvait un autre, divisé en plusieurs compartiments, dans lequel on pouvait ranger le linge et les vêtements. Quand, après m'être déshabillée, je m'étendis dans le lit, j'éprouvai un sentiment de bien-être tout nouveau pour moi. C'était la première fois que des draps me flattaient la peau, au lieu de me la gratter. Chez Mère Barberin, je couchais dans des draps de toile de chanvre raides et rugueux. Avec Vitalis, nous couchions bien souvent sans drap sur la paille ou sur le foin. Et quand on nous en donnait, dans les auberges, mieux aurait valu presque toujours une bonne litière. Comme ils étaient fins, ceux dans lesquels je m'enveloppais, comme ils étaient doux, comme ils sentaient bon. Si bien couché que je fusse, je me levai dès le point du jour, car j'avais l'inquiétude de savoir comment mes comédiens avaient passé la nuit. Je trouvai tout mon monde à la place où je l'avais installé la veille, et dormant comme si ce bateau eût été leur habitation depuis plusieurs mois. Le marinier que j'avais vu la veille au gouvernail était déjà levé, et il s'occupait à nettoyer le pont. Il voulut bien mettre la planche à terre, et je pus descendre dans la prairie avec ma troupe. Quand nous revînmes, les chevaux étaient attelés au bateau et n'attendaient qu'un coup de fouet pour partir. J'embarquai vite. Quelques minutes après, l'amarre qui retenait le bateau à la rive fut larguée. Le marinier prit place au gouvernail, le haleur enfourcha son cheval, la poulie dans laquelle passait la remorque grinça, nous étions en route. Quel plaisir que le voyage en bateau! Les chevaux trottaient sur le chemin de halage, et sans que nous sentissions un mouvement, nous glissions légèrement sur l'eau. Les deux rives boisées fouillaient derrière nous, et l'on n'entendait d'autre bruit que celui du remous contre la carène, dont le clapotement se mêlait à la sonnerie des grelots que les chevaux portaient à leur cou. De place en place, l'eau se montrait toute noire, comme si elle recouvrait des abîmes insondables. Ailleurs, au contraire, elle s'étalait en nappes transparentes, qui laissaient voir des cailloux lustrés et des herbes veloutées. J'étais absorbé dans ma contemplation lorsque j'entendis prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai vivement. C'était Arthur qu'on apportait sur sa planche. Ma mère était près de lui. « Vous avez bien dormi ?» me demanda Arthur. Je m'approchai et répondis en cherchant des paroles polies que j'adressais à ma mère tout autant qu'à l'enfant. « Et les chiens, dit-il. » Je les appelais ainsi que Joli Cœur. Ils arrivèrent en saluant et Joli Cœur en faisant des grimaces, comme lorsqu'ils prévoyaient que nous allions donner une représentation. Mais il ne fut pas question de représentation. Ce matin-là, Madame Milligan avait installé son fils à l'abri des rayons du soleil et elle s'était placée près de lui. « Voulez-vous emmener les chiens le singe, me dit-elle, ou nous avons à travailler ?»
Je fis ce qui m'était demandé et je m'en allai avec ma troupe tout à l'avant. À quel travail ce pauvre petit malade était-il donc propre? Et je vis que sa mère lui faisait répéter une leçon dont elle suivait le texte dans un livre ouvert. Étendu sur sa planche, Arthur répétait sans faire un mouvement. Ou plus justement, il essayait de répéter, car il hésitait terriblement et ne disait pas 3 mots couramment. Encore bien souvent se trompait-il. Sa mère le reprenait avec douceur, mais en même temps avec fermeté. Cela me parut étrange de l'entendre dire « vous » à son fils, car je ne savais pas alors que les Anglais ne se servent pas du tutoiement. « Vous ne savez pas votre fable, dit-elle. »« Oh, maman, dit-il d'une voix désolée, vous faites plus de fautes aujourd'hui que vous n'en faisiez hier. Pourquoi me désolez-vous en n'apprenant pas vos leçons? »« Je ne peux pas, maman, je vous assure que je ne peux pas. »« J'aurais voulu vous laisser jouer ce matin avec Rémi et avec les chiens, continuait-elle, mais vous ne jouerez que quand vous m'aurez répété votre fable sans faute. » Alors, reprenant le livre, elle commença à lire doucement la fable qui s'appelait « Le loup et le jeune mouton ». Après elle, Arthur répétait les mots et les phrases. Lorsqu'elle eut lu cette fable 3 fois, elle donna le livre à Arthur en lui disant d'apprendre maintenant tout seul, et elle rentra dans le bateau. Aussitôt, Arthur se mit à lire sa fable, et de ma place, où j'étais restée, je le vis remuer les lèvres. Mais cette application ne dura pas longtemps. Bientôt, il leva les yeux de dessus son livre, et ses lèvres remuèrent moins vite. Puis tout à coup, elles s'arrêtèrent complètement. Ses yeux qui erraient çà et là rencontrèrent les miens. De la main, je lui fis un signe pour l'engager à revenir à sa leçon. Il me sourit, et ses yeux se fixèrent de nouveau sur son livre. Mais bientôt ils se relevèrent et allèrent d'une rive à l'autre du canal. Comme il ne regardait pas de mon côté, je me levai et je lui montrai son livre. Il le reprit d'un air confus. Malheureusement, 2 minutes après, un martin pêcheur, rapide comme flèche, traversa le canal à l'avant du bateau. Arthur levant la tête, puis quand la vision fut évanouie, il m'adressa la parole. « Je ne peux pas, dit-il, et cependant je voudrais bien. » Je m'approchai. « Cette fable n'est pourtant pas bien difficile, lui dis-je. En écoutant votre maman la lire, il me semble que je l'ai retenue. » Il se mit à sourire d'un air de doute. « Voulez-vous que je vous la dise ?» Il reprit le livre et je commençai à réciter. Il n'eut à me reprendre que 3 ou 4 fois. « Vous la savez, s'écria-t-il. Comment avez-vous fait ?»« J'ai écouté votre maman la lire, comme je l'ai écoutée avec attention, sans regarder ce qui se passait autour de nous. » Il rougit, et après un court moment de honte, « Je comprends, dit-il, et je tâcherai d'écouter comme vous. Mais comment avez-vous fait pour retenir tous ces mots ?»« De quoi s'agit-il dans cette fable, dis-je. »« D'un mouton. Je commence donc à penser à des moutons. Ensuite, je pense à ce qu'ils font. Les moutons étaient en sûreté dans leur parc. Je vois que les moutons, couchés et dormant dans leur parc, puisqu'ils sont en sûreté, et les ayant vus, je ne les oublie plus. Bon, dit-il, je les vois aussi. Des moutons étaient en sûreté dans leur parc. J'en vois des blancs et des noirs, je vois des brebis et des agneaux. Je vois même le parc, il est fait de clés. Alors vous ne l'oublierez plus. Oh non! Ordinairement, qui est-ce qui garde les moutons? Des chiens. Et quand ils n'ont pas besoin de garder les moutons, parce que ceux-ci sont en sûreté, que font les chiens? Ils n'ont rien à faire. Alors ils peuvent dormir, nous disons donc, les chiens dormaient. En m'entendant parler ainsi et lui expliquer comment il pouvait être facile d'apprendre une leçon qui tout d'abord paraissait difficile, Arthur me regarda avec émotion et avec crainte, comme s'il n'était pas convaincu de la vérité de ce que je lui disais. Cependant, après quelques secondes d'hésitation, il se décida. Les moutons étaient en sûreté dans leur parc, les chiens dormaient, et le berger, à l'ombre d'un grand ormeau, jouait de la flûte avec d'autres bergers voisins. Alors, frappant des mains l'une contre l'autre, « Mais je sais, s'écria-t-il, je n'ai pas fait de faute. Voulez-vous apprendre le reste de la fable de la même manière?
Oui, avec vous, je suis sûre que je vais l'apprendre. Ah, comme maman sera contente. Et il se mit à apprendre le reste de la fable, comme il l'avait appris, comme il avait appris sa première phrase. En moins d'un quart d'heure, il la sut parfaitement, et il était en train de la répéter sans faute, lorsque sa mère survint derrière nous. Tout d'abord, elle se fâcha de nous voir réunis, car elle crut que nous n'étions ensemble que pour jouer. Mais Arthur ne lui laissa pas dire de parole. « Je la sais, s'écria-t-il, et c'est lui qui me l'a apprise. » Madame Milligan me regardait toute surprise, quand Arthur se mit à répéter le loup et le jeune mouton. Il le fit d'un air de triomphe et de joie sans hésitation et sans faute. Pendant ce temps, je regardais Madame Milligan. Je vis son beau visage s'éclairer d'un sourire, puis il me sembla que ses yeux se mouillèrent. Mais comme à ce moment, elle se pencha sur son fils pour l'embrasser tendrement, en l'entourant de ses deux bras, je ne sais pas si elle pleurait. Puis elle s'approcha de moi et me prenant la main, elle me la serra si doucement que je me sentis tout émue. « Vous êtes un bon garçon, me dit-elle, si j'ai raconté ce petit incident. C'est pour vous faire comprendre le changement qui, à partir de ce jour-là, se fit dans ma position. La veille, on m'avait pris comme montreur de bêtes pour amuser moi, mes chiens, mon sage, un enfant malade. Et cette leçon me sépara des chiens et du singe. Je devins un camarade, presque un ami. Quand je pense maintenant aux jours passés sur ce bateau, auprès de Madame Milligan et d'Arthur, je trouve que ce sont les meilleurs de mon enfance. Arthur s'était pris pour moi d'une ardente amitié, et de mon côté je me laissais aller sans réfléchir, et sous l'influence de la sympathie, à le regarder comme un frère. Chez lui, pas la moindre trace de supériorité que lui donnait sa position, et chez moi, pas le plus léger embarras. Cela tenait sans doute à mon âge et à mon ignorance des choses de la vie. Mais assurément, cela tenait beaucoup encore à la délicatesse et à la bonté de Madame Milligan, qui souvent me parlait comme si j'avais été son enfant. Et puis, ce voyage en bateau était pour moi un émerveillement. Pas une heure d'ennui ou de fatigue, du matin au soir, toutes nos heures remplies. Quand le pays était intéressant, nous ne faisions que quelques lieues dans la journée. Quand au contraire il était monotone, nous allions plus vite. À heure fixe, nos repas étaient servis sous la véranda, et tout en mangeant, nous suivions tranquillement le spectacle mouvant des deux rives. Quand le soleil s'abaissait, nous nous arrêtions où l'ombre nous surprenait, et nous restions là jusqu'à ce que la lumière reparût. Le bateau arrêté, s'il faisait frais, on s'enfermait dans le salon, et après avoir allumé un feu doux pour chasser l'humidité ou le brouillard qui était mauvais pour le malade, on apportait les lampes. On installait Arthur devant la table, je m'asseyais près de lui, et Madame Milligan nous montrait des livres d'images ou des vues photographiques. Quand les soirées étaient belles, je prenais ma harpe et descendant à terre, j'allais à une certaine distance, et là je chantais toutes les chansons, je jouais tous les airs que je savais. Pour Arthur, c'était un grand plaisir que d'entendre ainsi de la musique dans le calme de la nuit, sans voir celui qui la faisait. Souvent il me criait « Encore !» C'était là une vie douce et heureuse pour un enfant qui, comme moi, n'avait quitté la chaumière de Mère Barberin que pour suivre sur les grandes routes le signor Vitalis. Quelle différence entre le plat de pommes de terre au sel de ma pauvre nourrice et les bonnes tartes aux fruits, et les gelées, les crèmes, les pâtisseries de la cuisinière de Madame Milligan. Mais pour être juste envers moi-même, je dois dire que j'étais encore plus sensible au bonheur moral que je trouvais dans cette vie nouvelle qu'aux jouissances matérielles qu'elle me donnait. Oui, elles étaient bien bonnes, les pâtisseries de Madame Milligan. Oui, il était agréable de ne plus souffrir de la faim, du chaud ou du froid, mais combien plus que tout cela a été bon et agréable pour mon cœur, les sentiments qui l'emplissaient.
2 fois, j'avais vu se briser ou se dénouer les liens qui m'attachaient à ceux que j'aimais. La première, lorsque j'avais été arrachée d'auprès de Madame Barberin. La seconde, lorsque j'avais été séparée de Vitalis. Et ainsi, 2 fois, je m'étais trouvée seule au monde, sans appui, sans soutien, n'ayant d'autres amis que mes bêtes. Et voilà que dans mon isolement et dans ma détresse, j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait témoigné de la tendresse et que j'avais pu aimer. Une femme, une belle dame, douce, affable et tendre, un enfant de mon âge, qui me traitait comme si j'avais été son frère. Quelle joie, quel bonheur pour un cœur qui, comme le mien, avait tant besoin d'aimer. Combien de fois, en regardant Arthur couché sur sa planche, pâle et dolent, je me prenais à envier son bonheur, moi plein de santé et de force. Ce n'était pas le bien-être qui l'entourait que j'enviais. Ce n'était pas ses livres, ses jouets luxueux. Ce n'était pas son bateau. C'était l'amour que sa mère lui témoignait. Comme il devait être heureux d'être ainsi aimé, d'être aimé, embrassé 10 fois, 20 fois par jour, et de pouvoir lui-même embrasser de tout cœur cette belle dame, sa mère, dont j'osais à peine toucher la main lorsqu'elle me l'attendait. Et alors, je me disais tristement que moi, je n'aurais jamais une mère qui m'embrasserait et que j'embrasserais. Seule, je serais toujours seule. Aussi, cette pensée me faisait-elle goûter, avec plus d'intensité, la joie que j'éprouvais à me sentir traitée tendrement par Madame Milligan et Arthur. Cependant, si douces que me parussent ces nouvelles habitudes, il me fallut bientôt les interrompre pour revenir aux anciennes.